l'enregistrement maintenant, en fait, en local, et j'uploaderai, en fait, la vidéo pour le replay sur YouTube lorsque ça arrivera. Voilà, voilà. Donc, merci d'être venu. Avec plaisir, hein, c'est toujours un plaisir d'être là. Hein. Alors, il y a beaucoup d'actualités. Déjà, j'aimerais remercier les donateurs, hein, les donateurs qui ne cessent en fait de soutenir des studios. Alors, je vais revenir ici à l'accueil, décidément. Mais en fait, pourquoi en fait on veut commencer petit à petit une demi-heure avant? C'est parce que l'hiver, en fait, la nuit tombe vite. Hein. C'est vrai que généralement, il faut, pour éviter le changement d'heure, etc., ça va être compliqué. Donc, on commencera dorénavant, pas toujours à 20h30, mais quelquefois à 20h. Ça dépend de la disponibilité aussi des invités. Alors voilà, ici, comme d'habitude, vous savez, vous pouvez soutenir, et je remercie les donateurs, hein, mensuellement ou un soutien ponctuel. Je vous rappelle aussi, par la même occasion, que d'ici le 21 septembre, il y a encore des places qui restent. Hein. C'est une formation, un atelier en présentiel à Saint-Donat si vous êtes dans la Drôme, qui permet en fait, vous repartirez en une après-midi sur une journée en fait, hein, du matin jusqu'en fin d'après-midi, vous serez à même d'utiliser les huiles essentielles. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais juste vous faire remarquer que sur le cercle de connaissances, nous avons déjà vous proposé une formation de plus de 13 heures avec Pierre-Alexandre Nicolas sur la géobiologie et le feng shui. Et dans les tuyaux, nous sommes en train de préparer le tournage d'une nouvelle formation sur la géobiologie et avec les huiles essentielles. Oui, ça c'est très particulier, c'est assez unique. Donc ça va être une exclusivité en fait qu'on aura au cercle de connaissances. Sachez qu'actuellement, j'en profite pour le dire en même temps, toutes les formations sont payables en plusieurs fois. Hein, donc d'accord, pour faciliter, c'était demandé, ben voilà, c'est fait. C'est possible aujourd'hui de s'offrir les formations en plusieurs paiements, 2, 3, 4 fois. Voilà, ça c'est fait. Alors je barre en même temps parce que franchement ça a été la course depuis ce matin. Je vous parle dès à présent de demain soir où on parlera avec Florence et Laurent Perel, ainsi qu'un invité surprise qui sera en fait un de leurs élèves, pratiquer le yoga diamant, parce que c'est vraiment... je ne vais même pas le dire, parce qu'en fait, là, c'est l'école Ashra Avi, je sais pas quoi. C'est un truc indien, et moi, je suis incapable de le dire. Donc, il y a une prononciation de fou à avoir. C'est dur à prononcer, l'indien. Ah oui, c'est super dur. Voilà, il y a ça. Il y a aussi le fait que vendredi, donc ça, c'est demain, qu'il y aura Florence Perel. Je vous donne le programme de la semaine. Vous allez avoir, évidemment, il est très attendu, Jérôme Vibert, hein, on verra avec lui comment fonctionne l'intuition et la médiumnité. Hein. Il essaiera de nous donner en fait les mécanismes, comme héros, soit on est toujours curieux de voir comment les voyants, les médiums voient l'avenir. Est-ce que c'est par image, est-ce que c'est par flash, est-ce que c'est une voix, clairvoyance, clairaudience, etc. On essaiera de faire un petit peu le topo au-dessus de ça. Et puis, lundi prochain, il y aura donc évidemment Alain Pedro. Alain Pedro, on parlera d'astrologie chinoise et télépathie. Je pense que ça te parle aussi, l'astrologie chinoise, Pierre-Alexandre, non? Oui, tout à fait. Ouais, parce que le feng shui, c'est quand même chinois. Ça vient en complémentarité. Hein. C'est vrai qu'on peut tout à fait définir, c'est un peu les principes avancés du feng shui. C'est-à-dire qu'on va définir la carte, entre guillemets, du ciel de la personne, et puis les différentes tendances, et on peut organiser la maison pour répondre par rapport aux besoins et aux manques qu'il y a dans la carte du ciel de la personne. Donc il y a les différents piliers, donc on va déterminer 4 grands piliers dans le cadre de l'astrologie chinoise, et ces 4 piliers sont utilisés par la suite en feng shui pour adapter des points de force dans l'habitat, pour mettre l'accent vraiment spécifiquement pour une personne. Ça peut être dans sa chambre à coucher, ça peut être dans l'ensemble de la pièce. Là, on peut rappeler, ça, on parle de tortue, de tigre, de dragon. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes choses, en fait. Enfin, les 4 piliers de l'astrologie chinoise sont liés à des jours qu'on va déterminer, à des signes qui sont déterminés sur des cycles de 60 ans. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont permettre d'évaluer ces 4 piliers et les forces, on va dire, qui sont inhérentes à ces 4 piliers. Et dans ce cadre-là, on va dessiner, on va dire, les points de force dans la maison tels qu'ils devraient être, les points de faiblesse, et on va répondre par rapport à ça. Et ça vient tout à fait en complémentarité, mais là, on est dans les principes avancés du feng shui, et ça demande à bien connaître et comprendre ces principes de l'astrologie chinoise pour pouvoir aborder ces sujets-là.
Donc c'est une base commune et nécessaire. Voilà, sachez-le. Donc on parlera lundi 16 avec Alain Pedro, astrologue chinois, d'astrologie chinoise et de télépathie aussi, puisqu'il y a l'atelier de télépathie aussi sur le cercle de connaissances disponible. Autre nouveauté dont on va parler aussi, bientôt il y aura des podcasts. Et je pense aussi que Pierre-Alexandre Nicolas fera partie en fait de la team des studios, faisant partie de la team des studios. On va enregistrer comme ça, on va grouper sous la bannière des studios plusieurs podcasts. Alors pourquoi des podcasts? Parce que voilà, d'après certaines informations que j'ai eues notamment, et je salue au passage Isabelle Lefebvre, j'avais une chaîne podcast il y a 7 ans que j'ai laissé tomber et puis qui m'a inspiré pour justement la réactiver pour me faire des émissions podcast. Et c'est vrai que je pensais que c'était un petit peu entre guillemets vieux jeu avec l'avenue de la vidéo. Et finalement, il y a une simplicité à produire plus rapidement des émissions podcast parce qu'il y a que de l'audio à monter. On peut peindre des images avec les mots, donc c'est assez particulier. Hein, il y a aussi un don de narration à avoir là-dessus. Donc ça force aussi les personnes à raconter les choses encore autrement. Hein. Quand il y a que de l'audio, c'est un exercice de style assez particulier, mais qui est très très intéressant. Et puis surtout, les personnes qui roulent en voiture, c'est un peu dangereux de regarder par exemple un replay YouTube. Par contre, télécharger un podcast et l'écouter dans la voiture, c'est intéressant. Hein, c'est vrai, pendant un trajet, ça peut vous mettre de bon pied, bon oeil, de bon matin avant d'arriver. Donc il y aura certainement Pierre-Alexandre Nicolas, Isabelle Lefebvre, Dominique Humaine, etc. On parlera numérologie aussi, astrologie, et moi aussi je ferai des podcasts. Votre serviteur fera des podcasts. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Hein. On va reparler rapidement du colloque qui s'est produit le 29 et 30 juin, puisqu'on est dans la géobiologie, sachant que ce grand colloque que tu as organisé avec Alchimia Édition, et on salue au passage l'extraordinaire intendance colossale qu'a géré vraiment derrière Salima. On la salue, on lui rend hommage au passage, on l'embrasse vraiment bien fort parce qu'elle a été juste extraordinaire dans son travail de fond. On remercie aussi la librairie Cadence qui nous a soutenus en tant que partenaire. Moi j'étais présent pour filmer et il y aura donc une clé USB physique téléchargeable qui sera interactive et qui vous fera revivre en fait ce grand colloque au plus près vraiment. Hein. Il y aura donc les slides et tout, c'est très interactif. Vous pourrez voir, on vous en parlera bientôt là-dessus. Mais pas seulement. Ton actualité est chargée. Hein. Cet été, tu t'es pas arrêté. Il n'y a pas de vacances pour les braves, comme on dit. Il y a eu beaucoup de visites sacrées. Et puis des tournages aussi avec des Bosca Productions. C'est ça, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec... quelle est votre rencontre? Eh ben, déjà, ce sont des gens que j'ai pu découvrir à Rennes-les-Bains, puisqu'on a... Ça fait des années qu'on va sur la région de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, donc Esperanza, qui est une région qui est très riche en énergie. Et bon, avec Salima, avec ma compagne, on aime bien y aller un peu tous les ans pour se recharger. Et puis, au fil du temps, on a pris contact avec cette équipe de production, des Bosca Productions. On découvre en même temps, là, ici, hein, et on voit les énergies et vitalité de l'eau, hein, par exemple. Hein. C'est ça, c'est ça, oui, tout à fait. Donc, on a commencé par faire un premier tournage. Bon, c'est vrai qu'on a, de fil en aiguille, en fait, on a beaucoup sympathisé avec eux. Et c'est vrai qu'ils ont une ligne artistique qui est très belle. Et j'aime beaucoup tout ce qu'ils font. Et donc, on nous a proposé de tourner avec eux, justement, deux films pour présenter un petit peu la façon dont je travaillais. Dans un premier temps, donc, on a fait sur les énergies de la cathédrale de Narbonne et de la ville de Narbonne, puisqu'on a abordé pas seulement la cathédrale, mais aussi l'église Saint-Paul qui se trouve à Narbonne. Et je tenais absolument à faire découvrir notamment la grenouille de bénitier qui se trouve dans la cathédrale, dans l'église Saint-Paul. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un tas de légendes autour de cette grenouille, qui est aussi en lien avec les compagnons, la tradition des compagnons. Donc, ça a été un magnifique tournage. Et puis, j'ai été vraiment très, très content du résultat. Et à la suite de ce premier film, ils m'ont proposé de présenter un peu nos recherches sur l'eau, mes travaux et la façon dont j'abordais l'énergie de l'eau. Hein, qu'on peut voir aussi ici, voilà. Donc voilà, dans la foulée, on a fait le tournage sur l'eau, sur la vitalité de l'eau, et de présenter des choses un petit peu différentes et un peu originales, sous le regard de la géobiologie et de la géobiologie sacrée, sous le regard des traditions celtiques et druidiques, qui sont aussi des choses qui me tiennent à cœur.
Voilà en ce qui concerne l'actualité très très riche. Vous voyez, en fait, on n'a pas chômé cet été, hein, des deux côtés, que ce soit de Pierre-Alexandre ou du mien. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, si vous passez des vacances, vous revenez avec plein d'emplettes à faire. Je crois que Debosca Productions, leur politique, c'est 15 €, c'est un prix unique pour toute leur production. C'est ça, tout à fait. Ce qui est très accessible. Tout à fait. Sachant que vous pouvez découvrir, comme je vous l'ai dit, pendant que Pierre-Alexandre expliquait et relatait la manière, les coulisses, en quelque sorte, du tournage, vous avez découvert, il y a des extraits à voir, et croyez-moi, lorsqu'on voit les extraits, j'ai regardé, c'est vraiment de la qualité, hein, c'est vraiment de la belle vidéo, ils maîtrisent leur outil, ils maîtrisent cette manière-là, et c'est vrai qu'ils sont dans le même état d'esprit que des studios, de rendre cela accessible au plus grand nombre, et c'est une très très bonne chose. Voilà, là, promis, on en a terminé au niveau des actualités. En même temps, ça laisse tout le monde le temps de s'installer aussi, parce que c'est arrivé un peu précipitamment, c'est pas une heure habituelle auquel vous nous rejoignez, une demi-heure plus tôt, c'est pas rien. Et donc, on va parler géobiologie et électrosensibilité, hein. Il y a de plus en plus de personnes électrosensibles. Est-ce que cette électrosensibilité, cette problématique, est venue de manière tellement urgente que tu t'es dit, il faut vraiment que j'étudie le phénomène sous tous ses angles pour scientifiquement essayer de voir et contrecarrer les problématiques que ça engrange derrière. Disons que pour moi, les choses, elles se sont fait un petit peu différemment, puisque dans le cadre de Terre de Lys, puisque j'ai travaillé pendant des années avec Terre de Lys, mon père, lui, donc, qui a développé des outils, qui a développé une recherche sur l'individu et sur des produits de protection de l'habitat, a été assez vite confronté à la pollution électromagnétique. Et donc, au fil du temps, eh bien, il a développé des outils pour traiter les pollutions électromagnétiques, mais en même temps, il s'est rendu compte que certains outils qu'il avait développés il y a pas mal de temps perdaient de leur efficacité à cause de la densité électromagnétique qui augmentait. C'est-à-dire que au fil de l'évolution technologique, de la quantité d'appareils qui rentrent dans les habitats, de la Wi-Fi qui a été utilisée notamment, puis de la progression des réseaux mobiles, eh bien, il s'est rendu compte que certains outils qui fonctionnaient très bien il y a, j'allais dire, une vingtaine d'années, eh bien, perdaient de leur efficacité. Il a fallu remettre à jour certains outils. On s'est rendu compte aussi, puisqu'on a fait des salons pendant de nombreuses années, donc sur Paris et un peu partout en France. Et on a été confronté à beaucoup de personnes qui étaient, on va dire, soumis à cette électrosensibilité. Des gens qui n'avaient pas de symptômes au départ et puis qui sont retrouvés pratiquement du jour au lendemain à avoir des symptômes. Donc pour des raisons X ou Y. Moi, j'ai le cas notamment d'une personne dans la Drôme qui s'est fait installer juste devant chez elle une antenne relais de téléphone portable. Je dis souvent en fait cette expression, elle aurait eu un bras de 2 mètres, elle touchait l'émetteur. Très très proche, vraiment. Ouais, tout à fait. Voilà, d'accord. Et donc, à la suite de ça, elle a eu un ensemble de problèmes, de symptômes qui ont été progressifs. Au départ, elle n'avait aucun avis, ni pour ni contre, par rapport à ces antennes relais. Elle n'était pas contre. Voilà, elle était pas du tout contre, mais c'est simplement les symptômes qui lui ont fait prendre conscience qu'il y avait véritablement quelque chose qui se passait chez elle, dans son corps, et qui lui ont montré, en tout cas, que son habitat devenait invivable pour elle. Donc, et ça, on a de nombreux cas comme ça qu'on a vu au fil du temps. De plus en plus, j'aurais tendance à dire ces 10 dernières années, avec des cas qui augmentent et des gens qui ont des symptômes qui se déclenchent pour différentes raisons. Alors c'est vrai qu'après, on pourra peut-être rentrer dans les différents facteurs qui peuvent intervenir dans cet aspect de l'électrosensibilité, parce que c'est pas un seul facteur qui agit. Bien sûr, il y a les ondes électromagnétiques, mais il faut savoir que l'OMS a reconnu déjà en 92-93 qu'on n'était pas tous avec les mêmes réponses et qu'il y avait un facteur génétique, si on pourrait dire comme ça,
qui fait qu'il y a des gens qui sont plus résistants que d'autres. Il y a des gens qui ont une capacité à j'allais dire, c'est un peu comme la santé. Hein. Il y a des gens, voilà, ils vont manger des cochonneries toute leur vie, ils vont rien avoir. Et puis il y a des gens qui ont une telle fragilité au niveau du système intestinal que il suffit qu'ils mangent un truc de travers et puis ça y est, ils sont pas bien pendant des semaines. Peut-être que pour l'électrosensibilité, il y a un facteur aggravant qui est de l'ordre de la génétique et qui fait qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Alors, j'ai l'impression que aussi, pour faire un autre parallèle, c'est peut-être plus parlant, on parle souvent, je prends cet exemple assez souvent, de capital soleil. On a tous un capital soleil parce qu'on n'a pas tous la même peau. Et certains spécialistes de la peau, comment on appelle ça, ces médecins spécialisés dermatologues. Certains dermatologues disent, voilà, ils parlent de capital soleil. Vous avez un capital soleil, et bizarrement, tous ceux qui sont plus clairs, très clairs de peau, ont un capital soleil plus réduit que d'autres. Donc on n'est pas égaux face à la nature. Il y a des personnes qui peuvent se faire dorer la pilule au soleil pendant un certain nombre de capital soleil qu'on compte en termes de jours, voire de semaines, étalés sur la vie d'une personne. Et d'autres, ça se résume à quelques heures, parce qu'ils ont une peau extrêmement sensible et peuvent déclencher des mélanomes malins, enfin des cancers de peau qui peuvent être fatals à la personne. Donc j'ai l'impression que l'électrosensibilité, est-ce que c'est un peu trop de dire, c'est un raccourci rapide que dire qu'il y a des gens de la même manière ont un capital électrosensibilité où à un moment donné ça se déclenche d'un coup comme ça? Oui, on peut dire que c'est un peu la même chose. Et je pense pas que ça se déclenche d'un coup. Je pense que il y a plusieurs facteurs et le facteur de l'exposition reste un élément clé par rapport à ça, c'est-à-dire que moins on va être exposé longtemps à des ondes électromagnétiques perturbantes pour l'organisme, plus on protège entre guillemets notre capital, comme tu le disais. Et d'un autre côté, en fait, des gens qui vont être exposés soit sur une très longue durée, même à des doses, on va dire, moyennes, au bout d'un certain nombre d'années d'exposition vont déclencher quelque chose, ou alors des gens qui vont être exposés pendant une courte durée, mais à un degré très important, très fort, de la même manière, il va y avoir des réactions qui se passent au niveau de l'organisme, et qui fait que quand ces réactions se mettent en place, c'est parfois très difficile de revenir en arrière, parce qu'il y a une cascade de symptômes, de problèmes qui sont là, et qu'il va falloir gérer et qu'il va falloir apprendre à équilibrer, on va dire, dans sa vie. Bon, c'est vrai que au niveau, surtout les opérateurs téléphoniques, pour des questions, vous le comprendrez, de marché, de gros sous, de tout cela, pour toutes ces raisons purement financières, on va essayer évidemment de minimiser le phénomène, forcément, en faisant passer tous les électrosensibles pour des maladies imaginaires, forcément au début. Puis finalement, après des laboratoires indépendants ont fait quelques mesures et se sont aperçus, et d'aucuns encore ne se prononcent définitivement sur la dangerosité ou pas. Simplement, on annonce la 5G et elle semble catastrophique. Mais finalement, j'ai l'impression qu'il y a de répétition. C'est un peu comme le Sébastien qui a crié trop souvent au loup. Et aujourd'hui, on n'y croit plus. C'est vrai. Qu'en est-il là pour la 5G qui va débarquer bientôt? Déjà, ce qu'il faut comprendre au niveau des fréquences qui sont utilisées, souvent quand on a une nouvelle génération qui apparaît, on a des gammes de fréquences qui viennent se rajouter en plus de celles qui étaient auparavant existantes. C'est des surcouches, quoi. C'est ça. Et donc, c'est surtout ça la problématique, on va dire, au niveau des gens qui sont victimes d'électrosensibilité, c'est que quand on a trop, c'est trop. Et rajouter quelque chose en plus, ça devient difficile à supporter. Et on peut se poser la question, est-ce qu'en rajoutant une couche en plus au niveau de l'environnement, une couche d'onde électromagnétique qui va traverser un peu partout, j'allais dire, les habitats, puisque la 5G prévoit d'interconnecter tous les outils qu'on peut avoir dans le cadre de l'habitat, mais aussi dans le cadre des voitures, dans le cadre de tout un tas de choses. Tous les outils, ça va être même les frigos. Donc c'est prévu d'avoir une interconnexion. Et on va rentrer dans l'ère de ce qu'on appelle la domotique. La domotique, en fait, c'est de pouvoir gérer à distance la consommation des outils, des objets, de voir éventuellement le frigo, il a été ouvert quand, par qui et pourquoi. Et puis même aujourd'hui, on en vient même
même avoir, au travers de ces frigos connectés, la possibilité d'avoir la liste de ce qu'il y a à l'intérieur du frigo, ce qui permet d'avoir tout de suite la liste de ce qui manque. Et si on veut se faire, par exemple, un petit plat chez soi le soir, et ben pof, on a la liste de ce qui nous manque pour faire ce plat-là. Donc ne me dis pas que ça va aller jusqu'au... À un moment donné, je vais être dans ma voiture, le frigo est connecté, va me repérer par GPS et va me dire attention, il est bientôt 20h, les magasins vont fermer, il te manque du beurre, de l'huile pour faire le repas que tu as prévu. Et on peut aller jusque-là. Voilà. C'est le but de la domotique, c'est l'assistance de l'individu à n'importe quel niveau. Et ben, si on va jusque-là, et ben, on s'aperçoit qu'effectivement, les frigos peuvent nous envoyer tout un tas d'informations. C'est ce que ça commence à faire déjà aux États-Unis. Hein. Je lisais il y a quelques semaines le cas d'une jeune qui avait été privée de Facebook par les parents et donc qui avait confisqué le téléphone portable. Eh bien, elle a détourné l'utilisation du frigo connecté pour envoyer des SMS sur Facebook à ses amis. Donc, on voit en fait, oui, bon, ça n'arrive pas encore chez nous, non. mais on n'en est pas loin. Oui. On n'en est pas loin. Hein, on a toujours calqué de toute façon une évolution à l'américaine. Donc finalement, si les Américains ont une vingtaine d'années sur nous, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais on va dire ils ont 5 ans. En général, ce qui se passe là-bas, 5 ans plus tard, ça arrive. Donc on peut déjà présager que dans 5 ans, on aura ce genre de problématiques familiales avec des détournements d'appareils. Oui, mais sans aller jusque-là, ça montre aussi le but avec la 5G, d'interconnecter tous les outils qu'on peut avoir chez soi, dont des outils dont on n'a pas forcément le besoin au départ, mais ça peut être aussi interconnecté, pourquoi pas, toutes les lampes qu'on va avoir dans son habitation, de pouvoir se dire, voilà, je suis parti en vacances, je vais éteindre à distance la lampe que j'ai oubliée dans le bureau parce que je peux le voir à distance avec un appareil. Et l'aspect de la domotique permettra ça. Il y a des choses qui peuvent être bien au travers de la domotique, il y a des choses qui peuvent être moins bien, et cet aspect de l'interconnexion, du rayonnement électromagnétique qu'on peut avoir au travers de tout ça, peut poser question, d'autant plus que, j'aurais tendance à dire, la grande problématique aujourd'hui, quand on sort des nouveaux outils électromagnétiques, même pour les téléphones portables, c'est qu'il n'y a pas de tests d'innocuité qui sont faits sur le moyen terme ou sur le long terme. À partir du moment où on utilise un téléphone portable et qu'on se fait pas électrocuter par le téléphone, eh bien, on n'a aucune mesure de son... Oui, il n'y a pas danger tout de suite à la demeure, donc c'est bon. Voilà. Presque de manière de facto, c'est autorisé. Et il faut savoir qu'il n'y a pas tellement longtemps encore, il y a une série de téléphones portables qui s'est fait retoquer sur l'Europe parce que ça dépassait les seuils conseillés. Notamment, on parle de débit d'absorption spécifique, le DAS. Oui. Et donc, ce fameux débit d'absorption spécifique, devrait être en dessous de 1, on va dire, pour avoir un téléphone de bonne qualité. On s'aperçoit qu'il y a un certain téléphone, une certaine quantité de téléphones qui dépasse cette valeur de 1. Et il y a certains fabricants qui ne se préoccupent pas du tout du DAS, tout du moins... Oui, ils s'en foutent totalement. Voilà. À croire que finalement, que fout l'Europe dedans, parce que finalement, ils mettent des normes qu'ils n'arrivent pas à faire respecter. Mais de toute façon, ces compagnies-là sont de plus en plus décrédibilisées, puisqu'il y a eu l'affaire des compteurs truqués, notamment, par exemple, pour les véhicules. Donc là, ils ont pris un bon coup de cigare derrière la tête, ils se sont bien fait taper sur les doigts, mais c'est encore le contribuable qui paye. Et puis, surtout, on s'aperçoit que toutes ces compagnies de téléphonie mobile qui décriaient les électrosensibles comme des malades imaginaires, se sont fait attraper par la Cour des comptes, justement, parce qu'ils s'étaient arrangés, en fait, au niveau des prix pour maintenir des prix au-dessus du marché à un moment donné. Et là aussi, les services de la concurrence ils se sont attrapés, quoi. Donc, du coup, ça les a décrédibilisés derrière. Donc, on laisse un peu les électrosensibles plus tranquilles aujourd'hui, et ils ont arrêté cette guéguerre intestine. Voilà. Cela dit, avec le compteur Linky, il y a encore du chemin à faire. Tout consommateur devrait avoir le choix des outils qu'il utilise chez lui et devrait garder un principe de précaution. Et malheureusement, ce principe de précaution, dans certains cas, il n'est pas appliqué parce qu'on cherche à mettre... Les données personnelles, elles sont prises, qu'on le veuille ou pas. Donc, alors qu'avant, on avait le choix. Et théoriquement, par la loi, on a le droit. On a le choix. C'est ça. Mais même au-delà de ça, on pourrait aller plus loin et de se dire, j'ai le droit d'avoir chez moi les outils, puisque c'est chez moi, que je choisis
par rapport à leur rayonnement électromagnétique, par rapport à mes croyances, qu'elles soient X ou Y. Donc voilà, chacun devrait avoir la possibilité de choisir chez soi un ensemble de facteurs et de paramètres. Et on s'aperçoit qu'avec ces grandes filiales, aujourd'hui, on a de moins en moins cette possibilité de choix. On nous impose quelque chose comme une norme, entre guillemets, ou comme un bienfait universel. Modèle, hein, c'est tout. Voilà. On nous laisse vraiment pas le choix, sachant que une des, on va dire, des arguments massus, en fait, de ceux qui sont contre le Linky, on les appelle les Linky Luke, pour paraphraser, c'est pas mal, c'est joliment dit, mais c'est de dire que, par exemple, déjà au niveau de la pose et des agents qui viennent installer, ce n'est pas viable économiquement pour l'entreprise. Donc, ce qui veut dire qu'après, une fois que le territoire sera couvert, ils devront couler ces succursales-là, ce qui n'est pas viable. On voit déjà qu'il y a un truc qui ne va pas économiquement parlant. Rien que là, on sent qu'il y a un véritable problème. Voilà. Sachant que, je tiens à le dire, à le préciser, j'ai invité volontairement, je vais essayer de traiter le sujet, parce que certains d'entre vous peuvent évidemment se poser la question, pourquoi ne pas faire venir un électrosensible? Sachez qu'ici, il y a plein de rayonnements, il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, il y a tout ce qu'il faut, et ça, c'est nécessaire, sinon il n'y a pas d'émission en direct, ou alors c'est enregistré. Aujourd'hui, je n'en fais plus d'émissions en différé, ou très peu. Donc, c'est vrai que j'en ai invité quelques-uns, ils ont refusé par rapport à ça. Donc, ce sont des vrais électrosensibles qui peuvent parler de leurs symptômes, mais ils vont venir ici, et à la fin de l'interview, pour tomber malade. Ce qui serait bien, ça serait de faire vraiment une prise de témoignage. C'est ça. Tu vois, en fait, d'aller éventuellement directement chez les gens, et puis d'être avec un matériel le minimum. Oui, juste une caméra, un micro, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, de telle manière à faire un reportage sur le sujet. Et c'est vrai que moi, j'ai des cas quand même assez spectaculaires au niveau des personnes que j'ai pu rencontrer. Et alors justement, quels sont les symptômes de ces personnes? Les électrosensibles se plaignent de quoi? De maux de tête, de malaise, Alors, disons qu'il y a une variation de symptômes. Donc déjà, on pourrait dire que chez beaucoup de personnes, il y a un symptôme, ce qu'on pourrait appeler inflammatoire. Symptômes inflammatoires, je vois par exemple chez Lise, la personne dont je parlais dans la Drôme, eh bien cette personne, au bout d'un certain temps, a commencé à avoir des plaques apparaître sur son corps, des plaques rouges, donc véritablement un symptôme d'inflammation. Et chose étonnante en fait, eh bien quand elle allait dans un milieu neutre, ces plaques avaient tendance à disparaître, et dès qu'elle se rapprochait d'un appareil électromagnétique, d'un téléphone portable, ces plaques rouges revenaient. Donc déjà, on peut voir la cause à effet immédiate. L'aspect relation cause-effet, c'est pas quelque chose qu'on déclenche, j'allais dire psychologiquement. C'est pas quelque chose, surtout quand on n'a pas d'a priori au départ par rapport au sujet. C'est véritablement une réaction biologique. Il faut savoir que déjà ces principes entre guillemets d'allergie électromagnétique, eh bien ça ne date pas d'aujourd'hui. Les premiers à avoir décrit les allergies électromagnétiques, eh bien ce sont des Américains, donc Cyrus Smith et Simon Best, qui ont écrit un livre dans les années 90. Oula. Dans les années 90, en fait, eh bien, ils ont écrit le livre L'homme électromagnétique, et déjà à cette époque-là, ils décrivent les premières personnes victimes de symptômes de ce qu'ils appelaient à l'époque l'allergie électromagnétique à certaines fréquences, et ils ont mis en évidence que véritablement certaines fréquences pouvaient créer des réactions au niveau de la peau, des boutons, des rougeurs, des plaques. Donc là, on n'est pas encore, j'allais dire, aux symptômes des maux de tête. Ça, je dirais que c'est une autre caractéristique des symptômes de l'électrosensibilité. Mais ne serait-ce que ces réactions physiques, eh bien, elles sont déjà décrites dans les années 90. Alors, les années 90, c'est un peu cohérent. C'est à peu près la naissance d'Internet, la téléphonie mobile. Tout a explosé à ce moment-là. On a commencé avec les premiers bebop, notamment à Paris, etc. Et puis, ça s'est généralisé. C'était un peu la mort annoncée, d'ailleurs, du Minitel, qui a continué derrière, qui était notre Internet national, sur le plan national. Et on donne l'invention de l'Internet aux Américains. Mais bon, eux, ils l'ont rendu mondial, on va dire. Voilà. C'est de bonne loi. Mais n'empêche que, oui, c'est cohérent.
en fait, la téléphonie mobile a commencé à exister là. Donc les plus sensibles ont été touchés à ce moment-là. Oui, mais chose particulière, donc aux États-Unis, Cyril Smith et Simon Best se sont véritablement intéressés à toutes les personnes qui pouvaient avoir des réactions biologiques par rapport aux ondes électromagnétiques, et ils ont trouvé des cas de personnes qui pouvaient être sensibles à certaines fréquences radio ou à certaines fréquences qui sont très spécifiques, soit parce qu'ils étaient à proximité d'antennes, notamment, on parle de radars pour l'armée. Il faut savoir que les gammes d'ailleurs de fréquences de radars de l'armée, ce sont celles qui vont être utilisées pour la 5G. Donc on est dans l'ordre des fréquences qu'on appelle millimétriques, et ces gammes de fréquences, comme elles sont plus aujourd'hui exploitées par l'armée, eh bien... elles ont été libérées pour le... Voilà, elles ont été libérées pour la 5G, et donc elles vont être réparties en secteurs et vendues en bouquets. C'est comme ça. Sauf que là, au niveau individuel, pour le public, ça va être beaucoup plus polluant que l'armée. L'armée avait des secteurs assez restreints. Tout à fait. Là, ça va être généralisé. Tout à fait. Mais cela dit, pour revenir sur ces cas-là, moi puisque la géobiologie, c'est quelque chose que je connais, que je pratique depuis pratiquement 25 ans, déjà dans les années, il me semble 95, quelque chose comme ça, on avait eu un cas d'une personne qui était dans le prolongement d'un radar d'aéroport, et quand le radar balayait dans sa direction, la personne déclenchait des symptômes. Donc elle avait presque quelque chose de périodique qui était en corrélation avec le balayage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai qu'après, en venant avec des appareils, quand on mesure avec des appareils détecteurs de fréquences, on voit que la période pendant laquelle il y a une augmentation de certaines fréquences, ça correspond à la période dans laquelle la personne va déclencher des symptômes. Et là, il n'y a pas du tout de rapport, j'allais dire, psychologique non plus, puisque c'est vrai qu'un des arguments qui est beaucoup donné pour les gens qui contredisent l'électrosensibilité, ils disent c'est un facteur psychologique. Et donc, à partir du moment où on arrive à trouver un certain nombre de cas où ce facteur psychologique n'est pas du tout présent, on se dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et on peut se dire qu'il y a véritablement une réalité derrière ça. Après, je ne dis pas que le facteur psychologique n'interagit pas aussi pour les électrosensibles. C'est-à-dire qu'un électrosensible qui a peur de son environnement électromagnétique, la peur, le stress, va faire que la personne va réagir plus rapidement par rapport à l'ambiance. Au pire des cas, parce qu'il est phobique vis-à-vis de ça, parce qu'il connaît son état de santé, ça va légèrement amplifier, mais ça ne va pas inventer de toute pièce une pathologie. C'est pas possible. C'est ça, tout à fait. C'est pas probable. Et si on reprend ce cas, par exemple, la personne ne savait pas que c'était dû au radar qui était le radar de l'aéroport. Elle ne savait pas qu'il y avait ce balayage qui était présent. Elle déclenchait juste des symptômes par moment, et donc elle se posait beaucoup de questions. Et puis, en faisant les mesures au fur et à mesure au niveau de son habitat, il y a une corrélation. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment ces fréquences qui étaient là en plus à certains moments et pas à d'autres, et que ça correspondait avec la levée des symptômes chez cette personne. Donc à partir du moment où on met en corrélation quelque chose qui est invisible au niveau de l'environnement mais mesurable par rapport à des symptômes, on peut voir qu'il y a quand même une corrélation de cause à effet entre les deux, et on peut se dire, il y a sans doute le symptôme qui est là, en même temps que ces fréquences, le fait de nier, entre guillemets, cette relation de cause à effet, on peut tout nier dans ces cas-là. Alors, vous voyez, quelquefois on parle des fours micro-ondes, et on parle aussi de transmission en micro-ondes, donc ce qui veut dire que quelque part, il ne vous viendrait pas à l'idée, je pense quand même, de mettre sa tête dans un four, parce que quand on voit ce que ça fait avec de la viande, même morte, ça la cuit réellement, puisqu'il y a quand même une excitation des molécules à de très hautes fréquences, pour ça on appelle four micro-ondes, on appelle ça, ces gammes, elles sont en fait au niveau des satellites, on a déjà ça quelquefois. Oui, tout à fait. À très faible dose, mais quand même, ce qui veut dire qu'on cuit à petit feu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Wi-Fi,
On utilise des gammes de fréquences à 2,5 GHz. C'est pratiquement les mêmes gammes de fréquences qui sont utilisées dans les fours micro-ondes. Par le magnétron. La seule différence, c'est la puissance qu'on va utiliser. Mais cela dit, on est sur la même gamme de fréquences et c'est une gamme de fréquences qui excite énormément la molécule d'eau. Et c'est cette excitation de la molécule d'eau qui est aussi sans doute un des deuxièmes facteurs, on va dire, de corrélation. Moi j'ai travaillé avec un certain nombre de personnes sur l'eau, sur le sujet de l'eau, et on parle du Water Coherence Model, donc du modèle de la cohérence de l'eau. Et on pourrait se dire que dans le corps humain, eh bien, l'eau, en fait, on est fait entre 60 et 70% d'eau. Un peu plus quand on est jeune, mais à partir du moment où on est adulte, on a à peu près 70% d'eau, et puis quand on vieillit, on perd toujours de l'eau. Mais l'eau, en fait, à l'intérieur de nos cellules, de notre organisme, elle a une cohérence, elle a une cohésion. Et quand on est soumis à des ondes électromagnétiques qui agissent en plus principalement sur la fréquence de l'eau, eh bien, on excite cette molécule d'eau et la cohérence se perd. Et si toute la cohérence est perdue à l'intérieur du corps, pour moi, c'est l'un des facteurs qu'on retrouve de façon récurrente chez les gens qui ont des symptômes d'électrosensibilité. C'est qu'à peine, ils vont avoir quelque chose qui va exciter les molécules d'eau à l'intérieur du corps, à peine, les symptômes vont réapparaître de suite. Et tant qu'on n'a pas redonné une cohérence de fond à l'intérieur de l'organisme, au niveau de la cohérence de l'eau, on n'arrive pas à avoir un seuil de résistance au niveau des personnes. Donc ce sujet de la cohérence de l'eau, en fait, ça peut être aussi un outil, entre guillemets, qui permettrait d'améliorer la santé, le bien-être des gens qui sont électrosensibles. D'accord. Parce que, évidemment, depuis tout à l'heure, on parle de problématiques, mais effectivement, si on parle ce soir géobiologie et électrosensibilité, c'est qu'il y a quand même des solutions que la géobiologie permet, en tout cas d'atténuer, de rendre cette pollution plus supportable. Il n'y a pas qu'une solution, il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y a un ensemble d'approches, mais déjà le fait de diminuer, c'est sûr, le facteur électromagnétique dans une habitation, d'avoir un minimum de champ électromagnétique chez soi, c'est une première réponse, mais c'est pas la totalité. Donc si on arrive à redonner un équilibre au corps de l'autre côté, à travailler sur l'individu d'un côté et puis à travailler en fait sur la problématique du milieu de l'autre, l'équilibre des deux va permettre d'améliorer petit à petit le bien-être des personnes. Bon, alors c'est vrai qu'au niveau individuel, il y a des fois des casquettes qui ont un maillage qui fait office, entre guillemets, de cage de Faraday. Je n'en connais pas l'efficacité. Mais voilà, certains électrosensibles les portent en permanence lorsqu'ils sortent dehors, puisqu'ils sont entourés par tout un tas de... toutes les antennes relais notamment. Et il faut bien continuer à vivre dans le quotidien, dans le monde dans lequel on est. Tu proposes des stages en termes qui s'appellent comme ça, géobiologie et électromagnétisme. Et pollution électromagnétique. Sur lequel lors de ces stages qui durent combien de temps d'ailleurs ? C'est un week-end généralement. En un week-end, on aborde une facette de l'habitat. Pour moi, j'ai essayé de décomposer l'habitat en différents regards, différentes facettes. Et puis, ce sont des stages qui permettent au moins de s'informer dans un premier temps, et puis d'avoir aussi des leviers pour améliorer son habitat. Et à chaque fois, de partir sur des leviers qui sont différents et des approches qui sont différentes et donc complémentaires. En sachant qu'un habitat, ça va être un peu de feng shui, ça va être un peu de pollution électromagnétique, ça va être un peu d'énergie de géobiologie classique, c'est-à-dire les failles, les cours d'eau, etc. Ça va être un peu des ondes de forme, des vibrations plus subtiles qu'on va avoir chez soi. Ça va être un petit peu de la mémoire des lieux. Et tous ces regards, en fait, viennent se compléter et on essaye d'en faire une unité de telle manière à ce que, en touchant chacun de ces points-là, on arrive à faire que l'habitat respire, vive, et l'habitat permette à chacun de s'exprimer et d'être bien chez soi. Donc, un ensemble de mesures. Est-ce qu'il y a un prochain stage qui est programmé là actuellement en géobiologie et pollution électromagnétique ? Il y a le week-end prochain, donc on fait un stage, mais là qui est sur la géobiologie avancée, sur les principes, mesure des ondes de forme, etc., les différentes énergies, entre guillemets, subtiles et vibratoires qu'on peut avoir chez soi. Et puis, le mois prochain, donc je crois que ça va être le 6 et 7 octobre, il suffit d'aller voir sur Alchemia. On va y aller en même temps, je te laisse alchemia.fr.
faire. Et ça sera sur la purification des lieux, la purification de l'espace, où on va aborder le sujet justement des énergies subtiles, de la mémoire des lieux. Ça va être aussi les entités, ça va être les différentes forces vraiment subtiles et énergétiques qu'on peut avoir chez soi. Et donc à partir de là, eh bien, on va pouvoir traiter justement ces énergies, les détecter dans un premier temps, et puis après pouvoir corriger ces énergies subtiles. Moi, c'est ce que j'appelle la parapsychologie des lieux. La parapsychologie des lieux, c'est véritablement le domaine de l'invisible, qui n'est pas dans le domaine du physique, qui n'est pas dans le domaine, on va dire, du matériel, qui ne vient pas de problématiques qui peuvent être dues aux formes, aux énergies, aux ondes électromagnétiques, mais qui viennent plutôt, j'allais dire, des énergies que dégagent les individus, que de l'histoire en fait qui a pu être vécue dans un lieu et qui fait que tout ça, ça interagit sur notre bien-être et sur notre santé. Là, on parle de psychométrie. On est dans la psychométrie, tout à fait. Dans la mémoire des murs, des lieux que l'on peut effectivement après faire dégager, quoi. Mais voilà, tout à fait. Mais c'est pas que la psychométrie, c'est aussi tout simplement quelqu'un a une émotion négative chez soi. Donc cette émotion, elle peut rester imprimée dans des objets, elle peut rester imprimée dans le lit. Et donc, si on se recouche tous les soirs, en fait, baigné de cette énergie négative-là, si on n'a pas fait quelque chose pour nettoyer, moi je dis souvent, on a pris l'habitude de nettoyer nos habitats, on passe la serpillière, là c'est plus un nettoyage physique, mais qu'en est-il de cet aspect énergétique subtil des lieux? On a perdu dans nos traditions cette approche de nettoyer ces lieux en fait sur cette dimension que la plupart des gens ne perçoivent pas, mais pourtant qui est bien existante. Et donc, si on prend des bonnes habitudes en fait pour nettoyer ces lieux, on peut améliorer simplement son cadre de vie et retrouver un bien-être aussi au travers de cet aspect-là. Vous pouvez d'ores et déjà en prendre plus connaissance avec la formation géobiologie et feng shui, qui contient plus de 13 heures de cours très détaillés et très fournis en termes de documentation. Tous les slides que tu présentes lors de cette formation sont présentés. Et puis la prochaine qui est à venir sur la géobiologie et les huiles essentielles qui permettront justement aussi, dans cet aspect géobiologie et l'huile essentielle, je donnerai pas mal de clés pour utiliser les huiles essentielles ou les odeurs qui permettent aussi de purifier les lieux. Parce que pour moi, les huiles essentielles, elles sont un peu au croisement de plein de choses. Ça vient des plantes, et les plantes, elles ont à la fois un aspect physique, matériel, mais aussi un aspect qui est plus subtil. On pourrait dire c'est le corps, l'âme et l'esprit de la plante. Et l'huile essentielle est un peu au croisement, au carrefour de ces différentes énergies. Donc on peut autant utiliser les huiles essentielles pour nettoyer des choses physiques. Dans le cadre de l'habitat, on a des virus, des bactéries, on a des champignons. On peut les utiliser pour améliorer ce cadre-là, même, j'allais dire, des puces de lit, des choses comme ça. Tout un tas de parasites, en fait, qu'on peut avoir, mais ça peut aussi traiter les parasites énergétiques subtils. Et c'est ça, la spécificité aussi des huiles essentielles, c'est qu'on peut créer un cadre émotionnel, on peut créer un cadre qui va être nettoyé avec l'utilisation de ces huiles essentielles. Voilà en ce qui concerne les solutions qui sont proposées en géobiologie et pour les électrosensibles. Alors sachez que pour les prochains stages ou pour toute inscription prochaine, pour les premiers niveaux, puisque tu dis que le week-end prochain c'est pour ceux qui ont niveau avancé, on va dire. Donc, si oui, pas parce que c'est vrai que voilà, c'est un peu difficile si les gens viennent et qu'ils n'ont pas suivi le stage qui est avant et qui permet de comprendre un petit peu les bases, faut commencer, ces principes d'analyse de l'énergie de l'habitat et qu'on se retrouve de but en blanc à travailler sur ces énergies un peu particulières, et ça sera pas forcément évident. Donc il y a un stage de base, un stage avancé. Le stage de base a eu lieu avant les vacances et puis du coup après les vacances on fait le stage
stage avancé. Et par contre, le stage sur la purification des lieux est accessible à tout le monde. Donc, il n'y a pas de prérequis spécifiques. Je crois me souvenir que c'est le 6 et 7 octobre. Alors, 6 et 7 octobre. Alors, ce que je vous montre là, pour l'instant, parce que le site d'Alchemia Édition est en plein restructuration, il risque même de changer de design, c'est vous dire. Mais en attendant, vous pouvez toujours téléphoner à Salima au 06 67 40 42 95 pour prendre renseignement ou écrire envoyer un email à contact@alchemia.fr et demander explicitement quelles seront les prochaines dates, par exemple, en électrosensibilité, si vous êtes vraiment électrosensible, si ça vous intéresse d'avoir ces cours-là en géobiologie et pollution électromagnétique, ce sont des stages qui peuvent être programmés. Si vous êtes suffisamment nombreux, on peut anticiper même une programmation qui était prévue un peu plus tard, pourquoi pas, et la devancer selon le calendrier et la disponibilité, évidemment, de Pierre-Alexandre Nicolas, parce que franchement, même cet été, t'as pas eu une seule minute à toi, j'en suis témoin, et c'est vrai, c'est pas des blagues, T'as eu du mal à prendre des vacances, si t'as pris une semaine, c'est voilà, enfin, c'est toujours un mélange entre travail, projet aussi, parce que c'est vrai qu'on essaye d'avancer sur un certain nombre de projets en même temps, et puis il y a eu les tournages, il y a eu cet aspect visite de lieux sacrés également, il y a eu beaucoup de choses, donc on essaye de cumuler un peu tout ça ensemble, mais c'est vrai que par moment, on se dit une vraie coupure, parfois ça fait du bien, mais bon... C'est pas simple. C'est pas simple, sachant que tu fais de la géobiologie, mais la géobiologie au sens très large du terme, puisque tu organises le colloque avec Alchemia Édition qui se passe une fois tous les 2 ans. L'année prochaine, ça va être l'alchimie, parce que tu es aussi alchimiste de cœur. C'est une passion aussi que tu as, vraiment auquel tu tiens. Et c'est même complémentaire avec la géobiologie, j'ai l'impression. C'est ça, on peut voir l'alchimie en fait comme une continuité, plus dans une démarche peut-être spirituelle. C'est vrai que, alors après, en étant en contact de beaucoup d'alchimistes et en ayant eu la chance de discuter avec beaucoup d'alchimie, de personnes passionnées d'alchimie, eh bien... pour moi, l'alchimie, c'est un peu, j'allais dire, comme une religion. Alors, c'est peut-être un gros mot. Ou une philosophie, on pourrait dire, ou un cadre de vie, ou un cheminement spirituel. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, c'est de la façon dont je le vis. L'alchimie, pour moi, est une sorte de voie spirituelle qui aide à chacun d'aller se connecter avec des choses qui nous dépassent, se relier avec ces principes qui sont au-delà de nous. Et donc, c'est sûr que à partir du moment où on est passionné, on va dire, on est rentré dans cette religion-là, c'est difficile d'en sortir, mais religion dans le bon sens, dans le sens de se relier, religarer, en fait, c'est quelque chose qui nous relie à la nature, aux forces qui sont religieux, mais dans l'aspect philosophique. C'est ça, de la chose. C'est pareil, c'est pas non plus dans le sens philosophique classique, tel qu'on l'entend donner, mais c'est véritablement pour moi un chemin spirituel. Alors sachez-le, il y a aussi, je suis désolé, ça fait un peu, mais dans le cercle de connaissances, il y a une formation sur l'alchimie et voie intérieure par Pascal Boucher, que tu connais très bien, qui est tout aussi dans la maison d'édition. Il y a un des œuvres, un des livres qui est sur Alchemia Édition, qu'on peut voir ici, parce que non seulement tu fais les visites sacrées, tu tournes des vidéos aussi chez Desbosca, chez des studios, mais tu es aussi écrivain, tu es aussi auteur de livres. On voit ici donc les énergies de la cathédrale de Lyon, les énergies de la ville de Lyon, la colline de Fourvière, et il y en a plein d'autres, aussi des traités alchimiques. Là, on voit ton collègue Pascal Boucher aussi. Tout à fait. Confrère, tout à fait. Les secrets des cathédrales que je suis en train de lire. Je vous prépare bientôt une chronique là-dessus où je donnerai en toute liberté, en toute autonomie, vraiment ce que j'en pense, et j'en pense du bien pour le moment, parce que j'apprends des choses à la source. Les secrets des cathédrales portent bien vraiment son titre, et il y aura peut-être des extraits à feuilleter pour les premières pages pour ceux qui voudront évidemment faire connaissance. Voilà, il y a aussi les secrets de l'eau que tu as écrit sous forme écrite. Donc autant dire que Desbosca a trouvé vraiment un super sujet parce que c'est vrai que le fait d'écrire un livre, est-ce que c'est un peu plus facile d'expliquer derrière le fait d'avoir posé ça? C'est-à-dire, dans un premier temps, le premier livre que j'avais écrit, donc qui est Le secret des cathédrales, c'était un peu une synthèse de ce que mon père m'avait enseigné, notamment sur
les lieux sacrés. Et puis à un moment donné, je me suis posé, quand j'avais une vingtaine d'années, la question si le message qui était transmis par mon père était unique. Est-ce qu'il y avait que lui qui parlait de tout ça, ou est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes également qui pouvaient parler de la même chose? Et je me suis dit, mais ça serait intéressant d'aller voir aux sources des traditions, de voir dans un certain nombre d'ouvrages, de rencontrer un certain nombre de personnes. Et au travers de ces rencontres et de ces lectures, eh bien, j'ai essayé de synthétiser tout en des clés, en fait, qui me semblaient importantes et qui auraient pu être les clés qu'aurait utilisé, j'allais dire, un maître d'œuvre au Moyen-Âge. Si un maître d'œuvre avait reçu un enseignement oral, quelles clés aurait-il mis par écrit? Quelles sont les choses essentielles, en sachant que la plupart de ces enseignements, ils n'étaient jamais mis par écrit, justement. Il y a eu très très peu d'écrits sur le sujet, ou alors il faut lire après, entre les lignes, parce que il y a des choses qui sont dites parfois dans des vieux textes, mais si on les interprète au premier degré, eh bien, on ne voit pas cette lecture énergétique. Mais si on le lit, en fait, eh bien, sur un degré plus subtil, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a tout à fait une réalité. Encore dernièrement, d'ailleurs, pour venir sur ce sujet de l'énergie des cathédrales, j'écoutais une émission qui avait été faite sur la cathédrale Notre-Dame de Paris par 2 grands spécialistes, et un de ces spécialistes parlait de la compatibilité des pierres en disant que dans le cadre du compagnonnage, et ce qui est connu aujourd'hui des grands spécialistes d'église et de cathédrale, c'est que les compagnons, quand ils mettent les pierres les unes à côté des autres, eh bien, ils font attention à ce qu'il y ait une sorte de continuité énergétique, comme si on suivait une veine énergétique, les pierres les unes avec les autres, et que si cette compatibilité des pierres n'était pas observée, eh bien dans ces cas-là, la pierre allait vieillir beaucoup plus rapidement, on allait avoir un certain nombre de problèmes, et il n'y avait pas une continuité d'énergie. Et même à des niveaux d'architectes, de gens qui travaillent sur la restauration des monuments historiques, eh bien au contact de ces gens du compagnonnage, eh bien ils se rendent compte qu'il y a une tradition orale qui existe, avec un certain nombre de principes qu'on ne voit pratiquement écrits nulle part dans les textes, ni dans les textes anciens, mais pourtant qui, au travers de cette tradition orale, d'une part a une réalité, mais d'autre part aussi a une effectivité opérative. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des résultats qui sont donnés, il y a des observations qui sont faites, et ce sont ces principes transmis de bouche à oreille qui sont en tout cas les plus essentiels. Oui, c'est comme les électrosensibles, c'est pas du cinéma. C'est ça, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que bon, après il y a des choses petit à petit quand on rentre dans certains milieux de spécialistes, eh bien il y a des choses qui se disent, mais qui ne sont que très peu écrits. Mais voilà, après le but en fait, eh bien, c'est d'essayer de véhiculer cette tradition-là, c'est d'essayer de l'expliquer, de la faire comprendre aussi. Et donc c'était ça un petit peu le but au travers de ces ouvrages, de laisser en fait ce témoignage et de ces principes. Donc ça a été le premier livre que j'ai écrit. Et voilà, puis après, les autres livres viennent un peu dans la continuité de celui-ci, en fait, dans le sens où, eh bien, quand j'ai écrit sur la ville de Lyon, eh bien, j'ai commencé à aborder la cathédrale Saint-Jean, et puis j'ai commencé à faire des conférences sur le sujet, et puis on m'a dit, mais c'est dommage de ne pas avoir un livret dans lequel l'ensemble des planches soient reprises, qui étaient liées à mes conférences, et donc il y a eu la volonté de faire un ouvrage un peu synthétique, il fait que 96 pages, mais en mettant toutes les planches et en essayant de présenter une trame qui permette de comprendre cet aspect des énergies de la cathédrale de Lyon. Et puis du coup, j'ai fait un peu la même chose pour la colline de Fourvière. Et voilà, et puis j'ai essayé de transmettre un peu mes recherches et mes découvertes au travers de ce que j'ai pu observer sur la ville de Lyon. En sachant que je crois Le Secret des cathédrales est à sa 4e réédition. Hein. C'est donc, ça, tout à fait. Agrémenté, augmenté, à chaque fois, au gré des nouvelles découvertes, sachant que comme maintenant tu en plus rassembles les plus grands spécialistes de France au niveau de la géobiologie lorsque tu y as ces colloques, c'est vraiment une étude, une espèce de masterclass pour les passionnés qui viennent apprendre
vraiment ce que toutes les découvertes ont été faites. Hein. C'est des années de travail, de recherche sur le terrain, de réflexion, de décodage, de mise à plat pour tout ça. C'était vraiment passionnant le 29 et 30 juin. Et je vois quelqu'un qui dit vivement le colloque alchimie. Ça serait prévu autour de quand? À peu près, même si on n'a pas de date. Alors, ça serait sans doute en mai. Donc, voilà. Mai 2020. Il faut affiner encore cet aspect de date pour trouver une date qui ne soit pas pendant les vacances. Et donc, on a commencé à regarder pour la réservation de la salle. Mais bon, comme la personne qui gère la réservation de la salle se marie en ce moment, on lui souhaite un bon mariage. et bien, du coup, elle a pris quelques jours de repos et donc on n'a pas pu finaliser la mise en place de la date. Donc, voilà, super alibi, quoi, en béton. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, on dit à Monsieur Fardel bon mariage. Mais dès qu'il revient, on va l'attaquer sur le sujet. En tout cas, voilà. Alors juste pour vous dire que dès à présent, ce colloque de 29 et 30 juin dernier sur la géobiologie, les dernières découvertes, quand je dis que c'est un masterclass, je ne plaisante pas, c'est vraiment un masterclass avec les toutes dernières découvertes. Il y a même eu Garamus qui nous a fait une surprise assez inattendue pendant ce colloque. Je vous laisserai les découvrir pour ceux qui se procureront la clé en physique. On vous expliquera après pourquoi on l'a décidé sous forme de clé USB et pas sur DVD. Parce que déjà, il y a énormément d'heures, sinon il aurait fallu toute une collection de DVD. C'était compliqué. Et puis aujourd'hui, il y a pas beaucoup de lecteurs DVD. Même les portables, les ordinateurs portables ont abandonné l'intégration d'un lecteur DVD. Donc c'est vrai qu'un port USB, tout le monde en a un. Et ça permettait en plus d'ajouter une interactivité. L'interactivité, on vous en parlera dès que Salima aura mis à jour le site et la boutique d'Alchemy Edition et sur lequel on mettra en vente en fait cette clé USB exclusive. Mais tout ça pour vous dire que Garamus nous a fait de la géobiologie du football. Oui, c'est extraordinaire. On a été soufflé. La salle a été vraiment soufflée par ces révélations. C'est quand même extraordinaire qu'il a dit. On peut pas vous en dire plus, mais c'était vraiment, c'était éloquent. Voilà. Oui, il y a toute une géobiologie symbolique, c'est-à-dire que les lieux portent aussi une certaine énergie, un certain symbolisme. Et il y a des choses qui prennent sens et on peut se dire que il y a des villes qui vont se développer en fonction du symbolisme, en fonction des éléments qui sont autour de ça, et qui fait que il y a des choses qui se passent dans telle ville. Par exemple, à Marseille, on n'aura pas la même chose qui va se passer, j'allais dire, à Montpellier. On n'aura pas les mêmes énergies, tout simplement. C'est vrai. Et donc, c'est normal, en fait, qu'il y ait des développements qui se fassent au fil du temps et qui se fassent dans l'histoire, même au niveau de l'aspect symbolique des villes. Il y a certains spécialistes que je rêve de faire intervenir pour notre prochain colloque sur la géobiologie et les lieux sacrés. En 2021. Voilà, en 2021, pour parler aussi de cet aspect symbolique directement au niveau des villes, parce que pareil, dans une ville, entre le secteur sud, le secteur nord, entre le nom des rues, entre la façon d'organiser la cité, il y a aussi une part symbolique et énergétique qui est présente, qui fait qu'il y a des concordances qui sont parfois étonnantes. Oui, c'est pas par hasard. Il y a comme si, en fait, on avait une trame à un niveau spirituel qui était juste au-dessus de nous. Et qui accorde tout ça. Des archétypes qui nous influencent d'une certaine manière. Et qui fait que, pourquoi à un moment donné on se dit tiens, on va appeler telle rue de telle façon. On a l'impression en fait d'être le seul à décider, mais on s'aperçoit qu'on est peut-être lié au grand tout, à l'univers, et que cet univers en fait influence sur nous, et la somme de la psyché des habitants, des personnes, et d'un ensemble de forces nous influence et nous souffle à l'oreille le fait que ça devrait être peut-être tel ou tel nom qui va être posé dans cette rue et pas un autre. En tout cas, moi, pour avoir tourné, filmé ce colloque, j'ai été surpris par plein de révélations, notamment, sans vouloir tout spoiler, parce que la manière, je vous donne le résultat, mais le comment on arrive à ces explications est assez ludique, est assez, éblouissant, dans le bon sens du terme. C'est vrai qu'à un moment donné, Garamus, entre autres, explique qu'il y a une sorte de destinée à la forme de notre pays. L'hexagone français n'est pas hexagonal pour rien, et pourtant, au gré des conquêtes, la France n'a pas eu le même visage que l'on connaît aujourd'hui. Eh bien, cela
là, pendant ce colloque de géobiologie, Garamus l'explique très bien avec un diaporama. C'est assez marrant de voir que finalement, les limites les limites géographiques, je dirais, ne sont pas posées que de la volonté des hommes eux-mêmes. On sent qu'il y a vraiment une destinée à avoir une forme particulière. Il y a des principes archétypaux qui nous influencent, et ben, si on peut le comprendre à l'échelle d'un pays, on peut le comprendre aussi à l'échelle d'une habitation. Et c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention au nom des lieux qu'on habite. Il y a une énergie. Parce qu'il y a une énergie, il y a une histoire, il y a toujours une raison, il y a toujours une force qui s'exprime, qui est là. Donc, les gens qui habitent le pas du diable, par exemple... Ou rue Dragon. Ouais, voilà. Donc, c'est un ensemble de choses comme ça qui influencent. Voilà, mais c'est vrai que sous un autre aspect, on parlait tout à l'heure de l'aspect de la mémoire des lieux. Donc, mon père, qui a été géobiologue aussi pendant de nombreuses années... donc lui a visité des lieux, notamment un lieu en fait qui s'appelait la Maladrerie. Donc c'est sûr que ce lieu en fait, il portait une mémoire, il portait une force tout à fait particulière. Voilà, donc cette clé USB où vous pourrez revivre dans quasi l'intégralité, puisqu'il manque qu'une conférence qui est exclusive, qui était en fait les arêtes de poisson, avec... tout à fait, tout à fait. J'ai mangé le nom de... Avec Walid. Walid, voilà. Walid normal, c'est ce qui fait que aussi la force de participer en présentiel à un colloque de ce type, c'est d'avoir cela, et pas que ça, que de ne pas avoir toutes les conférences dans leur intégralité, puisqu'il y avait aussi une autre salle, et entre deux conférences, il y avait moyen d'être en contact au plus près, et tu as tenu. C'est vraiment quelque chose que tu tenais à faire, que les personnes, le public, soient au contact des conférenciers. Le but, c'est quand même de pouvoir avoir un échange entre un public qui est intéressé, qui est passionné, et des spécialistes, et que chacun puisse échanger. Tout simplement des informations ou s'informer ou quitte à défaut de se former en fait, dans un premier temps s'informer sur un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches sur un niveau avancé, mais la grande difficulté souvent c'est d'avoir accès à ces personnes-là, c'est de pouvoir discuter avec eux, c'est de pouvoir accéder à leurs informations, parce que la plupart de ces gens qui sont parfois un peu perdus chez eux, je vois par exemple Garamus, moi j'ai été le trouver au fin fond de l'Aude, donc perdu chez lui, et il n'avait pas du tout l'envie au départ de partager son message, de partager ses recherches, parce que il considérait que c'était pas forcément intéressant, et puis parce qu'il était dans un cadre de recherche particulière, et pour lui en fait il n'avait jamais envisagé de partager son message, mais son message me semblait extrêmement pertinent à de nombreux niveaux. Et donc voilà, le but c'était de faire intervenir des gens comme ça, et je parle de Garamus, mais il y a tout un tas d'autres personnes, Alain Boucher aussi, donc vraiment Jacques Rosset, enfin tout un tas de spécialistes qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, tout du moins, et voilà, le but c'était de créer un pôle qui puisse rayonner sur ce sujet des lieux sacrés, et de revenir assez régulièrement, mais pas avec les mêmes personnes. Le but à chaque fois est de voir des gens qui sont différentes, avec des concepts différents, et donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes, malheureusement Quentin Leplat n'a pas pu se libérer, il a eu quelques problèmes avec son avion, et voilà, la porte est ouverte, pourquoi pas, pour le faire revenir à un moment donné, et puis qu'il puisse partager ses recherches et faire partie de ce phare qui va permettre d'éclairer sa vision sur les lieux sacrés. Alors pour terminer, pour conclure cette émission, on va rapidement juste faire un tour rapide. On revient sur le sujet de départ, géobiologie, électrosensibilité. Est-ce que tu es le seul à t'intéresser à, parce qu'on précise, tu donnes une analyse de ce qui... Tu fais un état des lieux, déjà, d'abord, des explications scientifiques, parce que tu es de formation scientifique aussi, à la base, il faut le préciser, tu faisais des études pour devenir physicien, que tu as avorté entre-temps, et tu es parti après sur la géobiologie, et en plus, tu as fait du culturisme, on le voit derrière. Mais entre autres, bon, blague à part, ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que tu es le seul à proposer comme ça un état des lieux et des solutions en termes de stage aux électrosensibles qui sont de plus en plus nombreux? Tu es le seul à t'intéresser
à ce sujet ou Non, pas? non, je pense que je ne suis pas le seul à m'intéresser au sujet en tant que géobiologue, je parle, hein. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de géobiologues aujourd'hui qui s'intéressent à ce sujet, qui essayent de proposer des réponses et des solutions. Disons que l'avantage, moi, que je peux avoir par rapport à ça, c'est quand même d'avoir pratiquement plus de 20 années de recherche et d'études directement au cœur du sujet, parce que dans le cadre de la société Terre de Lys, en fait, ça a été vraiment notre cheval de bataille. Donc voilà, et disons que moi je pars avec le regard, on va dire, et les recherches que mon père m'a léguées d'une certaine façon. Il y a un bagage. Donc qui me permettent d'aborder ce sujet sous un angle donné, mais je dis pas que les autres angles ne sont pas inintéressants non plus, et il peut y avoir aussi une complémentarité avec d'autres approches et d'autres recherches. Par contre, c'est vrai qu'on a trouvé un angle et une approche qui donnent des résultats, qui donnent des solutions et qui ont permis à des gens qui sont électrosensibles, qui ont testé pas mal d'autres approches et d'autres solutions, de mieux vivre le quotidien. Qui ont permis en tout cas de retrouver une qualité de vie qu'ils avaient perdue depuis longtemps. Enfin, moi je pense notamment à une personne qui était au bord du suicide, qui était en Bretagne. Tellement elle souffrait de cette électrosensibilité, mais aussi de l'incompréhension. Et c'est ça, il y aurait peut-être aussi un travail très important à faire là-dessus. C'est cet aspect de l'incompréhension des gens par rapport à ceux qui sont soumis à ce type de perturbation. Comme une sorte d'intolérance. Ah, ils sont chiants parce qu'ils sont électrosensibles. C'est ça, mais aussi le fait de ne pas comprendre. Pour certains, en fait, c'est de se dire, bah voilà, je comprends pas, en fait, et donc c'est du cinéma. Et donc, du coup, oui, mais c'est vrai qu'il y a des gens, en fait, qui peuvent se retrouver, donc une femme qui se retrouve au milieu de sa famille et qui est la seule à souffrir de cette problématique-là, et qui va être regardée par son mari, par ses enfants, peut-être en se disant, les autres ne souffrent pas de ça, je suis le seul à en souffrir, et du coup, en fait, ça remet en question l'existence même de l'individu. Donc, au-delà des symptômes, au-delà des problèmes d'ondes qu'il y a de toutes ces fréquences, cette pollution électromagnétique dont tu parles tant, il y a aussi une souffrance psychologique derrière, avec un risque d'exclusion sociale. Bien sûr, carrément. Tout à fait, parce que depuis de nombreuses années, on a vu un certain nombre de personnes qui ont choisi comme solution de s'exclure socialement, puisque la plupart des gens ont un téléphone portable. Tu vas chez quelqu'un, tu as la Wi-Fi qui est allumée. C'est compliqué. Et donc, parfois, il y a des gens qui sont aussi un peu timides et qui se disent, je préfère ne pas dire à mon ami, coupe ta Wi-Fi. Non, en fait, ça devrait être quelque chose qui devrait venir naturellement, et de se dire, il y a des gens qui sont électrosensibles, et je vois moi-même dans mes cours en géobiologie, on demande parfois à couper les téléphones portables pour le respect des uns et des autres, et puis pour trouver une ambiance qui soit profitable à chacun et qui permette de se développer normalement. Donc ça fait partie des choses qui pourraient être normales de poser comme élément, et tout le regard psychologique autour de ces gens qui ne sont pas reconnus dans leurs problématiques, parce qu'au jour d'aujourd'hui, malgré tout, il n'y a pas un test simple qui va permettre de dire, tiens, voilà, on a détecté, toi, en fait, t'es électrosensible. Il n'y a pas non plus... pour le moment, de gène de l'électrosensibilité qui a été observé, quoique on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut donner en fait avec l'avancée technologique. J'ai lu cette semaine un article qui dit qu'on a découvert enfin le gène des gauchers. Et donc, on se rend compte depuis en fait un certain nombre d'années. Et il y a une recherche de fond qui a été faite sur cet aspect de gaucher. Au départ, on a dit, non, il n'y a pas de gène qui est lié à ça. Mais au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que malgré tout, il y a des facteurs dans les gènes qui sont récurrents chez les gauchers et qui correspondent véritablement en fait à cette asymétrie gauche du développement de la personne. Donc on ne sait pas où va aller la technologie. L'avance de la technologie est aussi très intéressante et il ne faut pas la mettre de côté parce que ça permet de mieux comprendre un certain nombre de facteurs, un certain nombre de choses.
Lié à ça, en tout cas, pour moi, peut-être que l'avancée technologique, c'est un peu comme la spasmophilie. Il y a quelques années, en fait, on disait les spasmophiles, en fait, ce sont des gens qui sont psychologiquement dérangés. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont été caractérisées même par leurs médecins, parce que les médecins n'étaient pas suffisamment, entre guillemets, informés ou sensibles ou formés, tout simplement, par rapport à ça. J'ai lu aussi des articles sur le sujet où il y a des gens qui se sont retrouvés, en fait, dans une voie de garage psychologique, en fait, traités avec des produits liés, en fait, à la psychologie, donc pour traiter des psychoses. Alors que les anciens bipolaires qui prenaient des électrochocs. Alors que, en fait, la pathologie, elle venait complètement d'autre chose. Et la spasmophilie, aujourd'hui, on sait que ce sont des facteurs qui peuvent être en lien avec le système sanguin, en fait, et qu'il y a certains facteurs qui sont récurrents aussi chez les personnes, et ce sont des maladies qui sont de mieux en mieux comprises et qui vont permettre peut-être d'ici quelques années de trouver des méthodes de soins. Mais pareil, pour l'électrosensibilité... Je pense, gageons que ça prenne le même chemin. C'est ça. En termes de démocratisation et de reconnaissance, surtout. Mais d'un autre côté, en fait, il ne faut pas que l'État ferme la porte à un certain nombre de recherches, et il ne faut pas que, dans le cadre des familles, les personnes soient mises de côté par rapport à ça, et il faut qu'il y ait une acceptation dans un premier temps de la problématique, et un accompagnement au niveau des personnes, en se disant ils sont dérangés psychologiquement, donc en fait, on va les traiter pour une psychose. Non, en fait, il faut se dire qu'il y a une possibilité que ces gens-là soient véritablement atteints d'une maladie due à notre époque, due aux ondes électromagnétiques qu'on utilise, qu'on émet, et que ces personnes ont dépassé une certaine dose, et que la dose qu'on va leur apporter en plus, ça va leur faire du mal. Et donc, à partir du moment où on a compris ça, ça permet d'avoir un autre regard vis-à-vis de cette population de personnes. Ça permet aussi de prendre du recul aussi par rapport à soi, et puis de se dire que on peut peut-être toujours améliorer son milieu, son cadre de vie, parce qu'on ne sait pas dans 10 ans, dans 20 ans, avec l'utilisation des téléphones portables, en fait, si nous, on ne va pas tomber dans l'électrosensibilité non plus. Si ça ne va pas devenir la majorité. Alors à ce moment-là, l'État devra s'en mêler et puis ne plus pouvoir ignorer la J'ai toujours pensé que la problématique des téléphones portables pourrait un jour ressembler à la problématique du tabac. C'est-à-dire qu'au tout début de l'ère du tabac, on offrait même du tabac aux militaires. On leur disait, mais c'est très bien, c'est gratuit, il n'y a pas de problème, vous n'aurez jamais de maladie, vous n'aurez pas de problème de santé, c'est super, consommez autant que vous voulez. Et puis, on s'aperçoit presque 60 ans plus tard que fumer tue. Et peut-être que pour les téléphones portables, on aura exactement la même chose. Et dans 30 ans, peut-être que sur un téléphone portable, on aura marqué « Utiliser un téléphone portable tue ». Oui, de la même manière. Oui, ça a été aussi l'histoire avec l'essence sans plomb. Ça a été ça aussi. Il y a eu une 60aine d'années où, justement, c'était un chercheur qui avait découvert ça, un Américain, qui avait donc agité le danger du saturnisme. Il a récolté en échange que des menaces de la part des industriels de l'époque qui ont fait de la résistance, et puis finalement on était bien obligé d'abdiquer et d'admettre qu'il y avait un danger de saturnisme à laisser du plomb dans l'essence, d'où l'essence sans plomb aujourd'hui. De la même manière, donc gageons que le même chemin soit pris pour l'électrosensibilité, pour une reconnaissance future. En tout cas, on te remercie beaucoup, Pierre-Alexandre, de faire partie de ces pionniers qui aujourd'hui entendent ces voix et proposent enfin des solutions grâce à tes stages en géobiologie et pollution électromagnétique. Encore une fois, je vous renvoie on va y aller une dernière fois pour que vous puissiez voir, alors que je rentre là parce que c'est compliqué. Vous allez sur alchemia.fr, pardon. Et vous pouvez téléphoner directement ici. Numéro de téléphone. Voilà, si vous êtes intéressé d'avoir des renseignements, envoyez un mail à contact@alchemia.fr. On vous enverra notre programme de stage. Voilà, vous avez même un petit formulaire, inscription à la newsletter, en fait, si vous êtes intéressé par certains cours, par certaines choses. Voilà, et si vous voulez être tenu au courant régulièrement, donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire.
Mais si vous voulez plus précisément, en fait, eh bien, qu'on vous envoie directement notre catalogue des prochaines activités, n'hésitez pas à envoyer un petit mail. Vous serez le bienvenu. Voilà. Vous serez le bienvenu et puis on vous enverra les informations concernant nos activités et puis les différentes possibilités qu'on a autour de tout ça. Voilà, sachant que ça se passe pas que dans la région, il y en a beaucoup dans la région, mais aussi dans la France entière. On voit Rennes-le-Château, Strasbourg, Narbonne, tu es de partout en même temps. Voilà, parce qu'il est multiple, il a des clones à lui, qui sont à travers. C'est vrai que c'est à se demander à quoi tu fonctionnes. Non, mais quand on est passionné, et puis c'est vrai que voilà, c'est ça. Et puis moi j'ai eu la chance d'être initié tout petit, si je puis dire, par rapport au lieu sacré, par rapport à tout ça. Et puis que ça a collé en tout cas avec moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai une passion mais j'arrive pas à la transmettre à mon fils ou à ma fille. Moi j'ai eu cette chance en fait d'avoir cette passion également qui était la même que celle que mon père avait. Et donc du coup j'en ai profité, si je puis dire, et c'est vrai qu'il y a tout un tas de lieux qui m'attirent et de principes en tout cas. Et puis à partir du moment où on a reçu, j'allais dire, un enseignement, c'est normal de le partager à un moment donné, de faire continuer ce message, parce que si en fait il s'arrêtait, c'est comme si en fait on avait un aspect traditionnel qui disparaîtrait, ou une recherche fondamentale. C'est vrai que mon père a été dans la recherche fondamentale pendant de nombreuses années. Et donc du coup, en fait, moi j'ai bénéficié aussi, j'ai participé à ces recherches fondamentales. On a été visiter les laboratoires de physique de l'eau de Moscou, on a été aux États-Unis, on a fait des recherches avec des grands spécialistes de par le monde sur de nombreux domaines, dont surtout le domaine de l'eau, qui a été notre cheval de bataille au départ. Et c'est vrai que tout ça en fait fait que y a quelque chose en tout cas à faire passer et à partager. Voilà, et si vous voulez profiter d'un bout de savoir, je dis bien un bout, parce que c'est pas l'intégralité, eh bien, n'hésitez pas à vous connecter, en fait, à vous inscrire sur le cercle des connaissances. On va mettre ici, hop, voilà, aussi ici. Voilà, vous voyez, le cercle des connaissances. Les paiements de toutes les formations sont possibles en plusieurs fois pour faciliter. Et vous avez plus de 13 heures de formation en géobiologie et fin de juillet avec Pierre-Alexandre Nicolas. Je peux vous dire que la vidéo les cours vidéo sont vraiment solidement et très très bien faits. Plus de 13 heures de vidéo pour apprendre la géobiologie, les fondements et bien plus encore. En plus de toutes les émissions que l'on fait régulièrement avec Pierre-Alexandre. Il y a des exercices aussi qu'on a mis dedans qui permettent pour ressentir l'énergie de travailler, parce que c'est vrai que mon approche géobiologie et feng shui, elle a un peu, j'allais dire, dans la lignée du qigong, du ressenti énergétique. Et donc, je trouvais tout à fait normal de donner quelques exercices qui vont permettre à chacun de ressentir l'énergie au niveau des lieux, parce que à partir du moment où on rentre dans ce domaine de l'énergie, du ressenti de l'énergie des lieux, on s'aperçoit que c'est du concret. Et quand on change un objet, une place, quelque chose chez soi, on va sentir aussi le changement de l'énergie chez soi. Donc, c'est en tout cas, c'est l'une des spécificités que j'ai dans mon approche du feng shui, c'est de l'allier avec ces exercices de travail et de ressenti énergétique. Voilà en ce qui concerne, vous le savez, sur le cercle de connaissances. Et si toutefois vous cherchez encore à réfléchir sur la question, eh bien, il y a d'autres choix aussi, et surtout aussi des formations gratuites que vous pouvez suivre avec Ludovic Marin. Donc ne vous privez pas de suivre ces formations gratuites en attendant de suivre d'autres formations avec Pierre-Alexandre et d'autres aussi, et les prochaines qui viendront, donc géobiologie et huile essentielle. En tout cas, on te remercie beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit que la rupture, Pierre-Alexandre Nicolas va jouer dans les prochains Doctor Strange à cause du multivers. C'est le fait qu'il est de partout, donc c'est vrai, un suractif, notre cher Pierre-Alexandre, et c'est bien heureux que ce soit le cas. Donc n'oubliez pas, beaucoup de news, il y a les 2 DVD des Bosca, en fait, où tu parles de l'eau, et aussi au niveau comment tu traites, en fait, les visites, comment tu travailles au niveau de la géobiologie, quoi. Tout à fait, c'est vrai que celui sur la cathédrale de Narbonne permet de voir la cathédrale de Narbonne sous un
autre regard. Ça donne un peu une idée de comment j'aborde mes visites de lieux sacrés. Donc c'est un petit peu en plus petit en fait, mais ça permet rapidement de se donner un peu une idée des liens que je fais entre symbolisme, énergie, j'allais dire alchimie des lieux, puisque c'est aussi un peu dans cette dimension-là qu'il faut voir les choses, et donc travail sur église et cathédrale. Voilà, sur ce, on vous laisse. J'espère que vous avez apprécié cette émission. N'hésitez pas à partager, c'est le plus important. Faites-le savoir autour de vous. Des électrosensibles, il y en a de plus en plus, et il y en a malheureusement trop. Il y en aura de plus en plus, parce que ça tend en progression, malheureusement. Mais c'est comme ça. On vous dit à tous, à demain, en ce qui me concerne, avec Florence et Roland Perel pour parler du yoga diamant. À demain soir. À très bientôt, en tout cas, pour une prochaine émission. émission. Merci, au revoir. Au revoir.